Oh là, on est déjà en direct. Alors, bonjour à tous. C'est trop drôle, je rigole toute seule. Voilà, donc comme j'ai annoncé sur Instagram et comme je l'ai annoncé là tout de suite maintenant, je suis en direct avec une artiste que vous allez découvrir dans quelques instants. Dans le cadre du Pink Power Tour Festival. En fait, c'est un projet que j'ai lancé en 2014. Alors, le début de ce projet, ça a été le Tour de Nantes en 80 jours avec une expo, avec plein d'artistes et tout ça. Ça s'est mené comme ça. En 2015, j'ai poursuivi ce projet en interviewant des artistes sous forme de podcast. Donc, j'ai rencontré des gens géniaux. Et là, je fais évoluer le projet parce que j'aimerais bien aller au-delà des frontières. Mais comme je ne voyage pas tout le temps pour le moment, eh bien là, je vous emmène aujourd'hui au-delà des frontières à la rencontre, grâce à YouTube et à la magie d'Internet, à la rencontre de Sylvie Ptitsa, que vous allez découvrir maintenant, que vous avez peut-être déjà découvert parce qu'elle m'a interviewée et qu'elle est un petit peu folle comme moi, déjantée, mais ça, vous le découvrirez par la suite. Donc, Sylvie, qui es-tu? Bonjour tout le monde, bonjour Marie et merci de m'inviter dans ton super festival. Donc d'abord, effectivement, tu as déjà franchi une frontière puisque je suis une artiste française mais que je vis actuellement au Luxembourg. Donc tu es déjà à l'étranger pour ton festival. Trop bien. Et puis, je ne sais pas par ta question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux que je raconte sur moi en fait? Alors, toute ta vie. Non, je déconne. En fait, qui es-tu en tant que femme, en tant qu'artiste et comme on a déjà discuté ensemble, je sais que tu proposes beaucoup de choses et que tu as beaucoup de facilité à mettre en place tout ce que tu as envie de mettre en place. Donc, à travers tout ça, qui est Sylvie ou qui est Sève la Lutine? Alors ça, j'ai revu ça il n'y a pas très longtemps. Alors, ça a peut-être une raison, ce petit nom que tu t'es donné. Donc, je sais pas, explique-nous tout. Alors, on peut commencer par là, effectivement. J'ai comme Ouais. pseudo, mon site s'appelle La Lutinière. Et mon pseudo, c'est Sève la Lutine parce que quand j'étais dans son ventre, ma maman me percevait comme une petite lutine et elle pensait que j'allais arriver sur la Terre pour amener plein de joie et plein de lumière. Voilà, donc en fait, ce surnom de la lutine Génial. vient de ma mère et je pense elle avait bien perçu mon identité, mon énergie, parce qu'effectivement, dans la vie, je suis quelqu'un de très joyeux. J'ai une capacité à m'émerveiller d'à peu près tout et rien, c'est-à-dire que j'ai un peu le mental d'un tout petit enfant. J'adore. Voilà, et j'ai la chance d'avoir cette capacité de trouver mon plaisir vraiment dans trois fois rien. Donc je fais rigoler les gens parce que des fois je leur dis que je fais une extase en faisant la cuisine parce que je coupe un chou rouge et que je regarde les dessins à l'intérieur du chou rouge et je trouve ça complètement magique. Voilà, je peux rester des heures. Là, tu vois, je suis dehors. Je peux rester des heures à regarder bouger les feuilles, à regarder la forme des nuages. Je suis très très liée à la nature. D'ailleurs, Sylvie, ça veut dire forêt, donc je pense que c'est pas un hasard non plus. Ah, génial. Et donc voilà d'où vient la lutine. Et puis beaucoup de gens me disent que je suis un peu comme un être magique, que j'ai une espèce de magie qui se dégage de moi. Donc ça, moi, j'en suis pas forcément consciente, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me renvoie souvent. Et comme je te l'avais dit quand on avait préparé l'émission avec toi, j'ai constaté, parce que pour moi, c'était pas une évidence, qu'effectivement, j'agis souvent comme une sorte de révélateur sur les gens. Toi qui fais de la photo, je t'avais dit, moi, je suis un peu comme, tu sais, en photo, tu as le fixateur et le révélateur. Ouais. Et souvent, ce qui se passe dans mes rencontres avec les gens, c'est que j'agis sur eux comme un révélateur, c'est-à-dire que je fais sortir des choses d'eux, que ce soit des choses lourdes qu'ils ont besoin d'exprimer parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire avant, ou que ce soit au contraire des rêves qu'ils ont un peu enterrés parce qu'ils n'y croyaient plus. Et ça se fait vraiment d'une manière très, très naturelle et spontanée. C'est-à-dire que moi, je converse avec eux normalement, quoi, comme sans chercher à faire une psychothérapie ou quoi que ce soit. Et il y a des vérités qui sortent. Donc, ça peut être des fois assez surprenant et spectaculaire, même pour moi. Mais c'est, voilà, avec le temps, j'ai constaté qu'effectivement, j'ai cette action-là sur les gens. Je ne sais pas vraiment pourquoi. J'adore. En fait, t'es une vraie magicienne, en fait. T'es une magicienne de la vie, de l'univers. Enfin, là, tu connectes des choses sans le savoir. Ça a toujours été ou pas? Bah d'abord, je pense qu'on est tous des magiciens, sauf qu'on n'a pas la même façon d'exprimer tous notre magie. Disons c'est un peu comme dans Harry Potter, on est tous des magiciens, mais on n'a pas tous la même baguette. Donc, comme dans Harry Potter, il faut trouver à chacun la baguette qui lui correspond et qui va lui permettre de magnifier le mieux sa magie. Donc, c'est vrai que pour moi, une de ces baguettes, c'est l'art, mais c'est pas la seule. Après, est-ce que ça a toujours été
j'en suis plus consciente depuis que je suis adulte. Enfant, je ne peux pas dire si j'avais déjà cette capacité ou pas. En fait. Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas grandi dans un milieu qui était spécialement ouvert à ça. Donc, on m'a jamais parlé je sais pas, du petit peuple, du monde élémentaire. Par contre, j'avais une maman qui me lisait beaucoup de contes et je pense que ça a été un peu ma façon de garder le contact avec tous ces univers que je sentais très, très réels. Et c'est pas un hasard si plus tard, en tant qu'écrivain, les premières histoires que j'ai écrites étaient des contes et qu'encore aujourd'hui, c'est le genre dans lequel je suis le plus à l'aise et dans lequel je préfère m'exprimer. Et je travaille beaucoup avec les enfants et je pense que c'est pas un hasard non plus. Ouais, clairement. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que tu es artiste, que tu es écrivain, que tu es, je dirais même peintre, parce que tu fais aussi de la peinture. Enfin, tu fais plein de choses et tu t'exprimes dans toutes des dimensions. Mais avant, tu avais un métier, on va dire, un peu plus classique, entre guillemets. Comment t'es passé de l'un à l'autre? Alors moi, je dis toujours que, donc là, j'ai 44 ans aujourd'hui, et je dis toujours que dans cette vie, j'ai déjà eu plusieurs vies, au moins professionnellement parlant, sans parler du reste. Donc, on va dire que de 25 à les 10 premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé comme enseignante dans un établissement d'éducation spécialisée. J'avais une formation de documentaliste qui me permettait de travailler en collège ou en lycée. Et la vie, les beaux hasards de la vie, pour ceux qui croient au hasard, a fait que je me suis retrouvée dans cet établissement spécialisé pour on va dire ce qu'on appellerait aujourd'hui des enfants difficiles, ceux dont on ne voulait plus dans les collèges et les lycées parce qu'ils posaient trop de problèmes. Ce qui était pour moi à la fois un très grand défi, puisqu'en fait tout ce qu'on m'avait appris ne pouvait pas s'appliquer avec ces enfants-là, et une grande chance parce que ça a été des maîtres de vie extraordinaires. J'ai eu la chance aussi de tomber dans une équipe qui était formidable, qui m'a appris beaucoup de choses en termes d'humain. Et donc, je suis restée là. Je suis restée 10 ans dans cette école parce que je m'épanouissais vraiment. Justement, ma créativité, elle a trouvé là un premier terrain. Parce qu'il y avait tout à inventer, en fait, que ce soit dans les méthodes, que ce soit dans la structuration de la bibliothèque qu'il fallait mettre à la portée de ces enfants qui, pour certains, ne savaient pas du tout lire. Donc, il y avait vraiment comme un grand champ d'expérimentation. Et j'aimais ce côté forêt vierge, même si à certains moments, il fallait y aller au coupe. Je pense que j'ai un peu un côté aventurier. Oui, aventurier de la pédagogie, en tout cas. Et ça m'a permis de l'exprimer. Donc, je suis restée là 10 ans, jusqu'à mon congé maternité, en fait. Et en fait, l'année où j'ai été enceinte a réémergé en moi, en même temps que cet enfant qui poussait en moi, mon rêve premier, mon rêve d'enfant, qui était d'écrire, qui était d'être écrit. Vraiment quelque chose que je portais en moi depuis toute petite. Quand on me demande depuis quand j'écris, je dis que j'écrivais avant même de savoir écrire techniquement parlant, puisque j'ai toujours inventé des histoires dans ma tête. Je faisais ça le soir dans mon lit pour m'endormir. J'en inventais aussi beaucoup avec mon frère. J'avais un frère qui était plus jeune et on jouait des heures et des heures à inventer des histoires, comme des feuilletons en fait en épisodes. Génial. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et puis c'est vrai qu'un peu comme toi, je suis une artiste, ce que j'appelle une artiste touche à tout, avec une créativité en étoile. C'est-à-dire que je m'exprime pas dans un seul genre. Donc mon vecteur premier, c'est l'écriture, mais alors j'aime faire des photos. Je travaille avec le collage, avec la peinture. J'ai animé des ateliers d'expression par la peinture pour les adultes et pour les enfants. Je suis musicienne, donc en fait j'ai touché à pas mal de choses et il y a plusieurs domaines, on va dire, où je me sens à l'aise en même temps sans être spécialiste. Le seul domaine dans lequel j'ai une vraie formation académique, en tout cas, c'est la littérature. Après, tout ce que j'ai fait, que ce soit en termes de peinture, de photographie, la musique, j'ai aussi été dans une école, mais c'était pas un conservatoire. Donc, je suis plutôt du genre autodidacte qui apprend sur le terrain, on va dire, qui apprend en faisant. En mode intuitivement, tu as envie de faire ça, hop, tu le fais en fait. De plus en plus, oui. De plus en plus, oui. C'est vrai que ça a été un peu comme ça pour tout dans ma vie. Je suis un peu, si je reprends l'exemple de la musique, comme quelqu'un qui a commencé par apprendre à faire ses gammes et qui, dès qu'elle avait fini d'apprendre les bases, avait très envie de s'approprier l'outil à sa façon. Donc il y a beaucoup de choses que je fais. Ça a été en tant qu'enseignante. Au début, j'arrivais avec des cours bien préparés, bien léchés, bien soulignés. Et puis, au fur et à mesure des années, il y avait de moins en moins de choses écrites sur mes feuilles. Et à la fin, j'avais carrément plus de feuilles. C'était vraiment du total feeling. Quand j'avais des feuilles, c'était juste pour les inspectrices ou pour mes collègues qui avaient encore besoin de support écrit.
Mais c'est vrai que, comment dire, ces 10 années de documentaliste, je pense qu'elles m'ont été utiles dans le sens où ça m'a vraiment permis d'accueillir de développer en moi une structure, un sens de Mm. l'ordre, qui est maintenant presque tellement intégré que justement, j'ai plus besoin de l'écrire, mais qui est en moi. C'est-à-dire que à la fois, je suis quelqu'un de très intuitif, mais en même temps, mon intuition, elle part pas n'importe où, elle part pas dans tous les sens. Mm. Et j'ai gardé aussi, par exemple, ce côté archiviste, c'est-à-dire que beaucoup de choses que je fais, je les relate dans des articles qui sont stockés sur mon site, ce qui me permet d'avoir une sorte de mémoire aussi de ce que j'ai fait. Mm. Donc c'est très foufou et en même temps, derrière cette foufouterie apparente, il y a quand même une structure, il y a quand même un ordre. Oui, c'est ça qui m'intriguait aussi. Je me dis, donc je suppose que, bah, pareil, tu as 50 000 idées à la minute. Euh, des livres, tu en écris plusieurs en même temps, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, comment tu fais dans ton processus de création, comment tu arrives à structurer, à mettre en place tout ce que tu as envie de mettre en place, si tout arrive en même temps, en fait, dans ta tête? Comment ça se passe, en fait? Alors, avant, je travaillais effectivement plus avec des plannings, c'est-à-dire que justement, il y avait encore bien mon côté documentaliste. Mhm. J'avais une espèce de planning avec des ordres de priorité, et je savais que pour telle date, je voulais avoir fini tel projet. Et j'essayais de me discipliner à travailler de sorte à arriver aux échéances dans les délais que je m'étais fixés. Et puis, de plus en plus, c'est plus comme ça que je fais. Maintenant, ça se fait vraiment d'une manière totalement intuitive et je suis un peu comme une cuisinière qui a plusieurs casseroles sur le feu. Donc, il y a des casseroles où je sais que c'est urgent parce que là, effectivement, j'ai des timings à respecter et dans ces cas-là, je, je, je fais en sorte du mieux que je peux de respecter les timings qui souvent ne sont pas de mon fait, mais ça peut être, je sais pas, si je participe à un concours, si je me suis Mhm. engagée auprès de quelqu'un à participer à une manifestation, bon, bah là, il faut que je sois prête dans les temps. Mhm. Mais après, si ça ne tient vraiment qu'à moi, maintenant, je travaille vraiment d'une manière totalement intuitive, c'est-à-dire que les choses se font quand elles doivent se faire. Donc, pour celles qui ont l'expérience d'une grossesse, c'est un peu comme faire un bébé. En fait, je sais que tout va se faire au moment où ça doit se faire, que ça va se déclencher au moment où ça doit se déclencher, qu'il n'y a rien à forcer. Il n'y a pas à décréter à l'avance de quand ça doit se faire. Moi, j'ai mis l'intention et après, les idées m'arrivent comme elles doivent arriver. Et effectivement, ça arrive que des fois, j'ai trop d'idées par rapport au temps que j'ai pour les matérialiser, mais c'est Mhm. pas grave. Je me dis que si je les matérialise pas, c'est que c'est pas le moment. Elles vont me revenir plus tard, peut-être sous une forme justement plus mûrie, plus approfondie. Ou si elles reviennent pas, c'est qu'elles n'avaient pas à être matérialisées. Elles devaient juste rester au stade d'idée. Donc, je me suis vraiment complètement déculpabilisée par rapport à cette histoire de ne pas tout matérialiser, de pas tout aboutir. Y a des livres, des tableaux que je peux réaliser vraiment très très rapidement et d'autres qui prennent beaucoup plus de temps. Je pense que c'est comme dans la vie, on dit qu'il Mhm. faut tout pour faire un monde, et ben dans ma créativité, c'est un peu pareil. Il y a des projets qui sont très très lents et il y en a d'autres qui peuvent être très fulgurants ou en une heure ou une demi-journée, ça peut être bouclé. J'adore. Mais en fait, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça enlève, enfin là même le message que tu es en train de transmettre. Parce que moi-même, j'ai déjà, je me suis mis des deadlines, des trucs, et après, je me dis non mais lâche-toi la grappe un peu. On en avait déjà parlé dans l'émission, et et je me rends compte que c'est hyper aussi inspirant pour plein de gens, parce qu'en fait, on est dans une société, je trouve, où on doit avoir des objectifs, tu sais, les trucs smart, là, je sais pas quoi, là, spécifiques, mesurables, enfin, je me rappelle plus tout ce que ça veut dire. Et du coup, on doit finir à avoir telle date. Mais je l'ai fait moi-même, hein, même pour mon bouquin, quand je voulais le faire en 80 jours, et finalement, ça fait 10 mois que je suis dessus. Et en même temps, oui, on a tous la capacité d'avoir des projets fulgurants où on va très, très, très vite. Moi, je l'ai vécu quand j'ai fait les machines de l'île de Nantes. Et accepter aussi parfois que la lenteur, je trouve que c'est un super beau message que tu transmets, accepter la lenteur et accepter aussi tous ces états, en fait, que des fois on peut aller à fond et des fois on doit ralentir. Enfin, j'adore, en fait, je suis contente de t'interviewer parce que c'est un beau message, je trouve, que tu transmets au monde et aux gens qui sont toujours dans le faire, faire, faire. En fait, tu nous dis pas de faire, tu nous dis juste d'être comme nous sommes, finalement.
et de Oui, moi je créer. dirais que si je devais passer un message, ce serait simplement écoutez-vous. Je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup. Ça n'a pas toujours été. J'ai eu une éducation où on m'avait pas beaucoup appris à m'écouter, donc j'ai dû réapprendre. Et plus je m'écoute, et plus je me rends compte de cette espèce de sagesse en fait inhérente à la vie, inhérente à notre corps, qui à chaque moment sait ce qui doit être fait et comment ça doit être fait. C'est quand il a besoin de dormir, c'est quand il a besoin de manger, c'est quand il a besoin de créer, quand il a besoin de s'aérer. Et finalement, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de, comme je le disais, de décréter, de s'imposer une espèce de timing ou de culte de la performance, parce que je pense que si on est aligné avec sa vérité intérieure, ce qui doit être fait va se faire, va s'accomplir de toute façon. J'avais raconté dans une de mes émissions de télé cette expérience que j'avais faite un week-end où justement j'avais plein de choses à faire et j'avais décidé que je ne les ferais pas de la méthode habituelle. Donc la méthode habituelle, ça aurait été à la militaire, j'aurais fait un listing de ce que j'avais à faire, j'aurais fait dans l'ordre tout ce qu'il y avait sur mon listing et je me serais reposée après. Et le week-end là, en fait, j'ai vraiment décidé de n'écouter que mes envies, pas le diktat de ce que je pensais devoir faire, mais mes envies. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée à la fin du week-end, je me suis rendu compte que j'avais accompli tout ce qu'il y aurait eu sur ce fameux listing, sauf qu'au lieu de le faire dans le stress et dans une espèce presque de culpabilité ou de forcing, je l'avais fait dans la joie, je l'avais fait dans la détente, et du coup dans un état d'esprit beaucoup plus agréable et aussi beaucoup plus efficace. J'ai remarqué ça, que si je me force souvent, comme je vais à contrario de mon énergie, ce que je vais faire, ça va me prendre du temps, ça va être une espèce de truc laborieux, tu vois. Alors que si je le fais vraiment dans l'élan où je sens que c'est le bon moment, et ben ça va se faire dans la fluidité et du coup je vais mettre 5 minutes à le faire au lieu d'une demi-heure ou peut-être une heure. Ouais, c'est Après, carrément ça. voilà, faut jongler. C'est là aussi que dans la vie, il faut être créatif. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas négocier. Si j'ai rendez-vous chez le dentiste, je peux pas faire comme je veux. Il y a des impératifs qui font qu'on a des cadres horaires, ou pour l'instant on en a encore. Et même pour moi, je pense que c'est bien d'en avoir gardé quelques-uns parce que ça m'évite justement d'être complètement en roue libre et déconnecté du monde qui a encore besoin de ça. Mais après, c'est vrai que tous les cadres qui me semblent superflus et que je peux éviter de m'imposer, ceux-là, je les laisse de côté. Ah, génial. Oh, merci d'inspirer le monde de la sorte. Voilà, et en plus, du moment où je dis ça, il y a un grand vent qui souffle et qui soulève mes cheveux comme pour dire allez, donnez-vous de l'air, donnez-vous du vent. Et c'est quoi dans ta créativité, c'est quoi tes moments préférés? Eh ben, si je suis très honnête, je te dirais que c'est le moment où je ne fais rien, ou en apparence, je ne fais rien. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup alors non seulement de temps libre, de liberté, mais de silence, de solitude. Et en fait, ces moments où j'ai l'air de ne rien faire, c'est-à-dire où je suis pas en train de matérialiser, où je suis pas en train d'écrire, où je suis pas justement en train de tourner mes émissions de télé, où je suis pas en train de peindre, ou à la limite j'ai rien dans les mains, je sais que c'est les moments où en fait se fait en moi le travail le plus important et le plus profond. Je peux pas expliquer vraiment comment. Peut-être je peux redonner là aussi l'exemple de la grossesse. En fait, avant le moment où le bébé il naît dans sa forme incarnée, il y a ces 9 mois où il est dans le ventre de la mère, où il y a plein de choses qui se font dans une espèce de secret. En fait, même avec de maintenant, on n'a pas encore tellement de regard là-dessus. Et voilà, en fait, je sens que c'est juste des moments où j'ai besoin d'être comme une eau très tranquille, tu vois, qui reste justement le plus tranquille possible pour être transparente, pour se laisser infuser par la lumière. Et voilà, en fait, je sens que ce que j'ai à faire de plus important, c'est de cultiver cet état de réceptivité, de transparence et de calme, de sérénité la plus grande possible. Et que si j'arrive à maintenir cet état-là, et ben comme je le disais, après, en fait, c'est comme préparer le terrain pour une action qui va se matérialiser de la manière la plus fluide et la plus efficace possible et qui va m'éviter de ramer et d'avoir à concrétiser, à matérialiser dans l'effort. Après, je veux dire, je veux pas en faire une généralité. C'est ma façon de fonctionner à moi. Comme je l'ai expliqué, ça n'a pas été toujours le cas, et je comprends très bien que pour d'autres gens, il peut y avoir encore besoin d'un cadre, d'une structure, d'une espèce de discipline, de se dire voilà, tous les jours de telle heure à telle heure, je fais mes gammes ou je fais mon heure d'écriture. Voilà, c'est mon parcours à moi qui est ce qu'il est et qui doit pas non plus devenir un nouveau cadre, parce que c'est vraiment ce que je voudrais éviter. Comme je le disais, moi, le grand conseil que je donnerais aux artistes et aux gens en général, c'est écoutez-vous, faites confiance à cette sagesse intuitive qui est en vous. Et
je pense que quand on fait ça, en tout cas pour moi, ça s'est vraiment vérifié. Si on se fait cette confiance, si on se donne cette liberté, finalement, il y a beaucoup de blocages qui sautent, que ce soit les blocages intérieurs ou les blocages extérieurs. Clairement, je suis d'accord. Et en fait, en même temps, j'ai l'impression que tu es en train de me dire un message, un rappel pour moi-même. C'est trop marrant. C'est mon côté révélateur, sûrement. Parce que je me rends compte que dans la créativité, ces moments-là, ils sont très importants pour moi, les moments de calme, les moments où je fais rien, parce que je sais que pendant ce temps-là, ça se range dans ma tête et après, quand ça doit y aller, ça y va à fond. Mais par moments, j'ai tendance à l'oublier, donc je te remercie de me le rappeler, parce que sinon, souvent, je trouve, et je ne dois pas être la seule, quand on marche comme toi, comme tu viens de le décrire, dans le non-agir, on va dire, pour agir plus tard, enfin voilà, dans le silence, dans l'introspection, enfin dans ce que tu as décrit. Des fois, on peut se sentir coupable parce qu'on se dit, bah ouais, mais là, je fais rien. Enfin, et ça, je le retrouve aussi chez mes clients et tout. Bah oui, mais là, je suis en train de rien faire. Mais c'est beaucoup lié au regard des autres. Hein. Après, avec soi-même. C'est ça, c'est qu'on est dans une culture, en fait, qui nous… alors, donc, faut que j'explique. Un truc que j'appelle l'oreillette du cœur. C'est-à-dire que je me pose une question, je vais dans mon cœur, je pose la question à mon cœur et mon cœur me donne la réponse sous forme d'image, sous forme de mots, voilà. Et en fait, on a été éduqués dans notre famille et même dans notre société, si on est dans la société occidentale, à se remplir tout le temps de choses extérieures, à se remplir de conseils, à se remplir de méthodes, à se remplir de façons dont on doit faire, à se remplir d'informations, à se remplir nos journées avec des activités. Et du coup, c'est vrai que quand on fait le choix de cette espèce de vacuité, il y a un moment, en particulier les premiers temps, c'est un peu comme un sevrage quand on arrête un truc toxique. Il y a un moment où on est déstabilisé et où ça fait peur, où il manque en fait cette fausse plénitude, ce faux plein qui nous a rempli pendant tellement d'années. Donc pour moi, ça s'est produit au moment justement où j'ai arrêté de travailler, l'année où j'étais enceinte. Et à la fois, j'avais presque cette ivresse de la page blanche, d'avoir ces journées entières devant moi où j'étais complètement libre de mon temps. Et en même temps, les premiers jours, je me souviens que j'avais une sorte d'angoisse de me dire il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de calendrier. En plus, quand on est enseignant, on a tout le temps à peu près les mêmes horaires et le même emploi du temps avec les mêmes vacances. Donc, il y a cette espèce de régularité, presque de routine. Et tout d'un coup, j'avais plus ça. Et j'étais vraiment, alors là, je parlais de structure tout à l'heure, comme quelqu'un qui avait plus de structure externe, et ça m'a obligée à me trouver une structure interne. Et quitte à m'en recréer une, je me suis dit, je vais la créer beaucoup plus souple que cette structure que j'avais. Donc effectivement, je pense que les premiers temps où on s'accorde ce droit, avant même que ça devienne un plaisir, parce qu'au début, c'est peut-être même pas un plaisir, comme je le disais, ça peut être déstabilisant, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit s'en priver. Là encore, je dirais, écoutez-vous, moi, je sentais que j'avais vraiment ce besoin. Et en particulier, alors moi je fonctionne aussi beaucoup, comme je le disais, je suis très proche de la nature, donc je fonctionne beaucoup avec les saisons. Et à l'hiver en particulier, je ressens comme la nature le moment de me retirer encore plus en moi et de passer encore plus de temps en moi. Donc l'été, je vais être très active, je vais faire plus d'ateliers, plus de choses dans la matière, dans le concret. Et l'hiver, je vais passer encore plus de temps en méditation, à rêver ou même carrément à dormir, parce que je travaille beaucoup en dormant aussi. Et effectivement, les premières années où je sentais ce besoin, mais c'était presque irrépressible. C'était du genre, même si j'essayais de me forcer à travailler, je sentais comme si j'essayais de rouler ma voiture, mais avec le frein moteur. Tu vois ce que ça peut donner. Et donc, voilà, dans une espèce de lourdeur, de trucs désagréables, ce qui faisait qu'à un moment, je m'asseyais et puis j'arrêtais de faire quoi que ce soit. Et puis au bout d'un moment, justement, il y avait la culpabilité qui revenait au galop et qui disait non, mais si t'as ça à faire, t'as le ménage, t'as ceci, t'as les courses, machin. Et en moi, il y avait ce truc qui disait non, j'ai besoin d'encore plus. J'ai besoin d'encore plus de détente, j'ai besoin d'encore plus de repos. Donc, comme je le disais, c'est vraiment moi, je dis un jonglage parce que ça rend le truc plus ludique. C'est un équilibre, en fait, à trouver entre les impératifs de la 3D, les impératifs de la vie quotidienne. Et des choses, comme je disais, qu'on peut pas négocier. Et puis, les petites parenthèses de temps qu'on peut s'accorder. Donc, si on peut s'accorder que 10 minutes par jour, on peut commencer par là. Mais en fait, j'ai l'impression que si on commence à se l'accorder, et justement, comme la vie répond,
elle va nous donner l'occasion de s'en accorder de plus en plus. Donc, quand moi, j'ai commencé à m'accorder mes 10 minutes ou mon quart d'heure les matins avant de me mettre aux tâches de la journée, et ben après, il se trouvait que dans la journée, je sais pas, j'avais des rendez-vous qui sautaient, je devais emmener mon fils quelque part, et puis c'était la maman d'un copain qui se proposait de le faire. Donc, finalement, de un quart d'heure, j'arrivais à grignoter de plus en plus de ces petits, je sais pas, c'était comme des friandises au début pour moi, parce que j'en avais pas encore beaucoup. Ces petits moments savoureux quoi, où j'étais en cœur à cœur avec ma fameuse oreillette. Et après, c'était tellement bon qu'effectivement, je sentais le besoin d'y être de plus en plus. Et ce qui est génial, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, maintenant, j'ai plus forcément besoin de cette solitude. Si j'ai besoin de me connecter à mon monde intérieur, c'est devenu tellement j'aime pas dire une habitude parce que ça pourrait donner l'impression que c'est plus conscient. C'est comme un muscle qui est entraîné. En fait, maintenant, même si je suis au milieu du bruit, même si je suis dans un bouchon ou n'importe quoi, je peux le faire à peu près partout, sauf si je suis dans un état de stress avancé. Oui. Mais j'ai plus besoin justement de cette solitude et de ce silence dont j'avais besoin au début. Parce que c'est une capacité que j'ai tellement développée qu'en fait maintenant à tout moment en fait quand j'ai besoin d'un conseil, quand j'ai besoin d'une réponse, hop, je fais ça. C'est comme c'est spontané, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Je vais à l'intérieur de moi, je pose ma question et gling, il y a la réponse qui arrive, ou si elle m'arrive pas dans l'instant, elle va m'arriver dans la journée ou au moment où ça doit venir. Là aussi, j'ai un total lâcher prise maintenant par rapport à ça. Je sais que la réponse va arriver comme par la poste, quand ça sera le moment. Voilà. Donc, c'est pas la peine de tirer un boulet portant sur le facteur en disant « Tu m'as pas amené ma lettre et j'attends la réponse ». Voilà, je fais confiance au facteur et je sais que quand la réponse doit m'arriver, elle va arriver sous la forme où elle doit m'arriver. Ah, mais c'est trop bien, c'est génial ça. J'adore. Et je vois qu'en fait, ça passe super vite le temps. De toute façon, ça passe toujours vite quand on discute ensemble. Et j'ai une question que j'adore poser et que je me dis que tu vas me répondre. Je suis déjà en train de le vivre, mais bon, je te la pose quand même. À l'heure d'aujourd'hui, et là, à l'heure où l'on parle, quel serait ton plus grand rêve? Alors, mon rêve pour moi-même, en fait, comme tu dis, je le vis déjà. Je crois que mon rêve, c'était tout simplement d'être heureuse et de vivre en accord avec ce que je suis. Et ça, c'est ce que je vis et de plus en plus. Donc, c'est que du bonheur. Et si j'avais un rêve plus vaste, plus collectif, ce serait qu'on arrive enfin à avoir la paix sur Terre. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de profondément non violent. Je suis Lorraine, donc j'ai grandi dans une région qui est très, très marquée par la guerre. Il y a des mémoires de guerre dans ma famille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'afflige beaucoup de voir à quel point la violence est encore présente partout dans notre société, que ce soit la violence verbale, la violence, justement aussi cette violence qu'on a envers soi, parce que c'est de là que tout part, cette façon de ne pas s'écouter, de s'imposer sans cesse des choses, de ne pas se respecter. Donc voilà, si ma baguette magique réussissait à être encore plus puissante, je crois que je ferais ça, je ferais quelque chose pour la paix sur la Terre. Ouais, et tu avais interviewé une personne elle s'appelle aussi Marie, je crois, je ne suis pas sûre, sur la vague de paix. Oui, en fait, ils sont plusieurs dans la vague de paix à soutenir ce mouvement-là. Donc effectivement, moi, quand j'ai un rêve, en fait, je pense que les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Sinon, ça reste juste des idées un peu désespérantes. Comment dire? Moi, je pense que les rêves, en fait, c'est comme des graines qu'on porte en soi pour les mettre en terre et pour que ça devienne quelque chose. Si c'est juste avoir un rêve pour un rêve qui nous fait rêver, mais qui en même temps nous rend triste, parce qu'on se dit c'est qu'un rêve et ça se réalisera jamais, pour moi, c'est pas un bon rêve parce que donc j'ai envie de cultiver plutôt les rêves que je crois possibles, que je crois réalisables. De toute façon, je pars du principe qu'ils le sont tous, sinon je ne les ferai pas. Et après, en fait, moi, mon travail, bien que je ne le conçoive pas vraiment comme un travail, mon travail de magicienne, c'est de faire en sorte que mes rêves deviennent réalité sur la Terre. Donc, mon rêve de paix, par exemple, je l'ai en partie réalisé en faisant cette émission et en soutenant ces gens qui étaient dans la vague de paix. Mais là encore, moi, j'ai rien fait de spécial puisque c'est eux qui sont venus me trouver avec ce projet en me demandant simplement s'ils pouvaient faire une émission sur ma chaîne. Donc, moi, j'avais appelé La paix dans mon cœur et la vie m'a envoyé ces gens qui étaient des promoteurs de paix dans le concret. Après, moi, je fais aussi des choses dans le concret. Donc, je te disais tout à l'heure hors antenne que je viens de préparer un kit éducatif pour justement promouvoir la non-violence à l'école, parler des problèmes de violence avec les enfants. Donc, je fais aussi des choses dans le concret, mais
je sais que pour moi, c'est pas la partie la plus importante de mon travail. C'est un peu comme la partie immergée de l'iceberg. Je sais que la vraie puissance de mon travail, elle est en amont, comme je disais, dans cette partie un peu mystérieuse, en fait, qui se fait dans le silence, qui se fait dans l'invisible. Trop bien. J'adore cette interview. Ça y est, je crois que ma peur de faire des interviews en direct, elle est partie. Hein. C'est bon, là, je te remercie du fond du cœur. Est-ce que tu as des choses à annoncer avant qu'on termine sur ton actu? Alors, je sais que tu n'es pas très date, mais est-ce que tu as des choses à communiquer? Donc, pour ceux qui voudraient suivre mes émissions de télé, j'ai 2 chaînes YouTube. Donc, il y a la chaîne Elle et lui TV, qui est aussi à mon nom, Sylvie Petitsa, qui est une chaîne tout public. Et puis, j'ai une autre chaîne un petit peu plus perchée qui s'appelle De Terre et d'Étoiles. Et donc, je travaille en alternance sur les 2 chaînes, totalement bénévolement. Et pour l'instant, il y a encore des émissions programmées jusqu'à mi-juillet à peu près, qui correspond à la date des vacances scolaires chez nous au Luxembourg. Et je ne sais pas si après je vais continuer les directs pendant l'été ou pas, mais en tout cas, il y a encore des émissions prévues sur les 2 chaînes jusqu'à la mi-juillet. Donc, il y en a une la semaine prochaine sur la parentalité. Qu'est-ce que c'est qu'être parent? Ça, c'est sur Elle et lui. Et puis, sur De Terre et d'Étoiles, il y a par exemple une émission un peu ludique où on va vous faire des tirages en interrogeant les anges. En fait, on va être 3. Et on va vous proposer de poser des questions et chacun va vous donner la réponse qu'il entend de la part des anges. Oh, voilà. Excellent, génial. Pour vous donner un peu une idée de ce qui se fait sur l'une et l'autre chaîne. Après, en tant qu'artiste, donc j'ai ce fameux kit pédagogique qui est en préparation et que je prends le temps de mûrir parce qu'il est en test dans une école en Moselle, donc qui va sortir probablement à la rentrée. C'est un kit qui s'appellera Le fantôme à lunettes, d'une histoire que j'ai écrite, inspirée de faits réels, de faits vécus, de violences scolaires. Et puis, il y a des chansons, il y a des jeux. Enfin, voilà, l'idée, c'était vraiment de donner toute une batterie d'outils aux gens qui voudraient promouvoir la non-violence à l'école et que chacun choisisse dans le kit les outils qui lui correspondent. Après, j'ai 2 autres livres qui attendent d'être édités et qu'il faut que je prenne le temps de mettre en page. Donc, il y en a un, c'est un récit initiatique qui, comme la plupart de mes contes, s'adresse à des enfants, mais peut très bien être lu par des adultes parce qu'il y a toujours une dimension un peu philosophique dans mes contes. Et puis l'autre, alors c'est vrai que celui-là, il me tient à cœur, c'est un collectif d'auteurs. Donc, ce sont une quarantaine de textes de ma plume que j'ai écrits à partir des créations visuelles, des créations graphiques d'autres créateurs. Donc, en fait, l'idée, c'était de mettre en vis-à-vis, de mettre en miroir des textes à moi et des œuvres de créateurs dont j'aime le travail, donc des photographes, des peintres, des infographistes, en fait, beaucoup de gens qui travaillent avec l'image, mais pas que. Il y a des gens qui font des créations en laine, en tissu, il y a des couturiers, il y a des pâtissiers. Et l'idée, c'était justement chaque fois de mettre en regard un texte et une création de ces artistes. Parce que comme Marie, dans la vie, je suis aussi quelqu'un qui construit des ponts, qui aime bien créer du lien. Et donc, c'était à la fois une façon de mettre en avant mon talent, mais de mettre en avant leur talent. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est que ça s'est justement, on parlait du processus créatif, ça s'est pas toujours fait de la même façon. Il y a certaines fois où le texte a préexisté et quand j'ai vu l'œuvre de la personne, je lui ai demandé de la mettre en regard. À l'inverse, il y a certains textes que j'ai écrits parce que je trouvais l'œuvre de quelqu'un inspirante. Donc là, le texte a jailli après en voyant la création de la personne. Et puis, il y en a où on a carrément créé ensemble. C'était vraiment comme comme créer des jumeaux. On se répondait l'un l'autre jusqu'à ce qu'on arrive ensemble à une création où on sentait que c'était harmonisé et qu'on était bien en miroir. Donc, il y a des artistes, je dirais, je crois que le plus jeune, il a 5 ans. Le plus vieux, il en a 85. Ils sont d'un peu tous les pays. Il y en a en Espagne, il y en a au Québec, il y en a en France, il y en a au Luxembourg. Voilà, ils sont d'un peu partout, d'un peu tous les âges. Et l'idée de ce livre, c'est de faire un peu comme un gros paquet cadeau qui met en avant le travail de tous ces gens. Donc, ce livre-là s'appellera Arrêt sur image. Je l'ai commencé l'année de mes 40 ans. Je pensais le sortir l'année de mes 40 ans, puisqu'on parlait de calendrier souple. J'en ai 44. Il est toujours pas fini. Et je lui laisse vraiment le temps de mûrir. Et là aussi, la vie fait bien les choses, puisque à 40 ans, j'étais beaucoup moins connue que je ne le suis maintenant. Et du coup, je trouve que pour ces artistes qui tous ont accepté bénévolement, en fait, de participer au livre au moment où justement je n'étais personne, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant que le
livre sorte maintenant, où il va être vu par beaucoup plus de gens, où j'ai des réseaux sociaux où je peux les diffuser, ce que j'avais pas avant. Donc quelque part, je trouve qu'ils sont aussi récompensés de la confiance qu'ils m'ont faite, et je suis très contente pour eux de ça. Génial. Merci. Peut-être une création de Marie dans le futur arrêt sur image. On n'en a pas parlé encore, mais comme justement il est encore en cours de création, il faut que j'aille fouiller dans ses photos et que je vois si j'ai un texte qui sort sur une de ses photos. Ça pourrait être sympa. Tout est possible, tout est réalisable. Hein. Tout est possible. Voilà. Moi, je pars du principe que tout est possible. Et d'ailleurs, j'ai accroché récemment, j'ai changé derrière moi, quand je fais des émissions, j'ai un petit cadre où il y avait une image, et j'ai changé l'image. Je l'ai remplacée récemment par une carte que quelqu'un m'a envoyée avec une citation de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et, oui, j'adore cette citation. Voilà, je pense que c'est un des autres credos que je partage avec Marie, c'est que dans la vie, rien n'est impossible. On se crée les possibles qu'on pense à notre mesure, en fait. Et à nous de créer les possibles qu'on se souhaite, en fait. Ah, je trouve que ça, c'est un super mot de la fin, ça. Voilà, d'ailleurs, je vais me taire maintenant. On va sûrement continuer à parler après. Hein. On s'arrête plus avec Sylvie. C'est ça Non, mais on va respecter le format, pour une fois, on va respecter le cadre. Voilà, en tout cas, je te remercie. J'ai bien aimé ce moment d'échange avec toi et tous ceux qu'on avait eu avant pour ma chaîne. Et voilà, je vous laisse sur ce alors j'ai pas envie de dire sur ce bonbon, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui se sent bien placé pour donner des conseils, mais je dirais simplement que c'est ce qui me porte dans la vie. Croyez en vos rêves et rendez-les possibles. Génial. Merci du fond du cœur. Et à très bientôt. Merci, de toute façon, maintenant, on est connectés. Hein, donc, à très bientôt. Donc, je vous invite à suivre Sylvie sur sa chaîne, sur Facebook, enfin, un peu partout. Je mettrai tous les liens sur la vidéo. Et puis, à très, très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres. Salut!